Bonjour, donc troisième vidéo consacrée à la force de la morale, le livre que Marie-Pierre Franziak et moi-même avons écrit, voilà déjà quelques mois. Nous avons fait une première vidéo pour le présenter globalement, une deuxième qui a porté sur la question des morales minimales, et puis cette fois-ci nous voudrions parler de la question de la gratitude. En effet, je crois que c'est un des points forts de ce livre. Nous ne nous contentons pas de faire de la morale une série de lois un peu extérieures à l'être humain. Nous essayons de montrer que la morale, elle est ancrée dans notre condition humaine et que d'un certain point de vue, il y a une sorte de naturalité de l'être moral. Voilà. Marie-Pierre, tu peux expliquer cette histoire de gratitude? Alors en fait, la gratitude, ça renvoie un petit peu à l'idée de reconnaissance qu'on utilise davantage en philosophie. On utilise plutôt ce terme de reconnaissance, c'est-à-dire que pour exister, l'être humain, il a besoin d'abord de reconnaître d'autres humains, mais aussi d'être lui-même reconnu, pour justement se forger dans sa propre identité, dans sa propre existence. Mais cette notion de gratitude, elle est empruntée à Mélanie Klein, une psychanalyste anglaise, et qui montre en fait que le petit humain, déjà même dans le ventre de sa mère, va entretenir une relation, et ça Freud l'avait montré, que le petit humain demeure dans une relation de dépendance à la fois psychologique et physique pendant un temps très long, et donc va se développer une relation entre le petit humain et la personne qui s'occupe de lui, la mère ou le substitut maternel, et donc il y a une espèce de gratitude qui va se construire dans la mesure où, sans le sein maternel, l'enfant ne peut pas grandir, ne peut pas se développer. Et donc, cette relation, elle est, elle est immédiate. Elle ne prend pas de détour, c'est pas comme la conscience qui prend des détours pour accéder à elle-même. Cette gratitude, elle se forge en même temps que l'enfant se forge. Et donc l'idée, c'est de dire qu'au fond, la morale, au sens où ce que nous devons faire vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de nous-mêmes, elle trouverait sa racine dans cette gratitude, d'où l'importance aussi ça, évidemment, les psychanalystes et les pédopsychiatres, ça le savent très bien, d'où l'importance aussi de la relation qu'on a avec les tout-petits. Et c'est cette relation qui va, en partie, déterminer le rapport que nous aurons aux autres et donc aussi à la morale. Je sais pas si... Oui. Donc, tu veux dire par là que l'être moral de l'homme se forme, au fond, dès la conception, pratiquement. Oui, parce qu'il y a une forme... Alors, je ne sais pas si l'image va être juste, mais c'est pour montrer que tout à l'heure, tu parlais de naturalité. Je suis tombée là récemment sur une vidéo, c'est anecdotique, mais ça montre bien que justement cette naturalité, ce lien... Et même pas forcément, je prends mon exemple, c'est un monsieur qui a récupéré, qui a sauvé un petit oiseau tombé du nid, un pigeon je crois. Et donc en fait on voit que ce pigeon finalement reste toujours avec lui, comme si il y avait un lien qui s'était forgé parce que cet homme lui a sauvé la vie. Donc c'est pas une question de compréhension, on n'est pas du tout là dans la rationalité, on est dans l'affect en fait. Comme le montre Spinoza, nos premières relations avec le monde, elles sont d'ordre affectif. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se constitue bien avant la conscience de soi et l'usage de la raison, qui suppose aussi l'acquisition du langage. Donc c'est vraiment quelque chose, un peu d'intrinsèque et qui va se forger au fur et à mesure parce qu'au fond, sans l'accompagnement des autres, sans la présence des autres, de toute façon... On meurt, quand on est petit humain, il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas d'autres humains qui s'occupent des petits, il meurt. Et donc, il y a une espèce de relation qui va se créer. Et donc, comme je disais à l'instant, selon la relation qui va se créer, si c'est une relation de confiance, si c'est une relation de respect, eh bien évidemment, ça va déterminer
je dis bien en partie parce qu'évidemment ce n'est pas inscrit dans le marbre dès le départ, mais ça va quand même déterminer une forme d'attitude vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis des autres. Alors les méchants, c'est les mal-aimés? Peut-être. De toute façon, on sait bien qu'un méchant, c'est quelqu'un qui est malheureux, me semble-t-il. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et pourquoi il ne s'aime pas? Peut-être parce qu'on ne l'a pas assez aimé. Alors, si le fondement de la morale est affectif, effectivement, notre maître Spinoza nous l'a expliqué abondamment, puis au fond, on retrouve la même idée chez Freud. Hein. La constitution du surmoi, elle est faite dans cette dialectique avec les affects, mais si donc la constitution de la morale est affective, que penser à ce moment-là au fond, toutes les morales modernes, hein, les morales modernes, disons, quand Hobbes dit que l'être humain... au fond, naturellement, est une sorte de loup pour l'homme. Il n'est pas animé par les sentiments moraux envers ses congénères. Hein. Et puis, au fond, c'est seulement la raison, la loi de la raison, qui va m'amener à accepter une loi commune, une loi morale commune. Alors, est-ce qu'il faudrait balancer par-dessus bord toutes ces morales modernes? Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, comment je pourrais dire ça, elles viennent après coup. C'est-à-dire qu'en fait, comment dirais-je, si on reprend cette idée de Kant à l'associable sociabilité de l'homme, à la fois c'est vrai, nous sommes en concurrence les uns avec les autres, mais nous avons aussi besoin des autres. Et c'est peut-être aussi, chez Hobbes, l'homme est peut-être un homme pour l'homme, mais il dit bien qu'il y a une loi naturelle qui est la loi de la conservation de la vie, qu'on va retrouver dans le Conatus, chez Spinoza, etc. Et du coup, il y a vraiment cette puissance, hein, puisque le Conatus c'est une puissance, hein, cette puissance qui fait que, la raison va venir, si je puis dire, par-dessus, va venir accompagner ça, et c'est ce qui fait qu'on va comprendre que ce qui était simplement ressenti, qu'on va comprendre et que justement on va pouvoir le développer, le rationaliser. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais ça détermine que partiellement, parce que justement ensuite il y a la réflexion, il y a l'analyse, etc., la compréhension du monde qui font qu'on peut avoir certaines attitudes ou pas. Et les valeurs morales, elles ne sont pas innées. Spinoza le dit aussi, hein, la nature est amorale, il n'y a ni bien ni mal dans la nature, c'est nous qui déterminons ça en fonction de notre vécu avec les autres. Et c'est pas ça qui est dans la gratitude, c'est pas ça qui se joue. Dans la gratitude, c'est vraiment le rapport à l'autre qui fait qu'on a une forme de reconnaissance et qui fait qu'au fond, parce que la question quand même qui se pose, hein, c'est pourquoi obéit-on? Pourquoi obéit-on aux lois? Pourquoi obéit-on aux lois morales? Pourquoi pensons-nous que c'est mieux de faire le bien que le mal, en général? Parce que, bon, effectivement, on peut dire, hein, on n'a pas toujours des comportements moraux, mais au global, si on regarde bien, bah, finalement, un peu quand même. Et c'est comment? C'est parce qu'au fond, il y a je sais pas comment appeler ça, cette reconnaissance implicite qui fait qu'on reconnaît un autre être humain comme être humain et que, d'une certaine manière, on a une idée du bien et du mal, quoi. Enfin, et que celui qui fait du mal, il sait qu'il fait du mal. Donc il faudrait concevoir la morale, non pas comme quelque chose qui est apparu avec l'ordre social, ou qui dépend uniquement de la raison, mais comme une dialectique entre la rationalité et la nature. Tout à fait. Et les affects, si on les ramène à la nature. Ouais. Mais ça pourrait peut-être nous emmener un peu plus loin dans la réflexion, ça. Je crois que c'est Augustin Berg, grand géographe, qui dit que l'anthropologie, l'ethnologie du XXe siècle nous a sevrés de nature. Et qu'il faudrait peut-être remettre un peu de la nature dans notre conception d'être social. Oui, sans doute. On sait bien que comme nous sommes des êtres sociaux, des êtres culturels, mais malgré tout, nous sommes une partie de la nature. Nous sommes une expression aussi de la nature qu'on ne peut pas renier et qu'on part de là, en fait. Et donc, peut-être, effectivement, plutôt que d'être toujours... comment dirais-je, plutôt que de croire qu'il n'y a que la rationalisation, peut-être penser en amont, et peut-être que c'est l'éducation aussi hein, qui va pouvoir intervenir, peut-être. D'ailleurs, on le remarque bien, puisqu'on a un peu laissé tomber hein, justement l'éducation, hein, puisqu'il n'y a plus vraiment, comment dirais-je, la transmission est quand même un petit peu en panne à pas mal de niveaux, ne serait-ce que la transmission de l'éducation au niveau scolaire, etc. Et on voit bien ce que ça donne. Donc en fait,
voilà, il faudrait peut-être aller en amont et puis repenser effectivement que l'être humain, il a besoin d'être élevé, qu'il a besoin de sortir de son état brut, hein, de son état, oui, comme le disait Rousseau, hein, c'est ça, il faut l'instituer dans l'humanité. Et effectivement, ça passe pas que par la rationalisation, ça passe par l'affect, par la reconnaissance, par l'amour, tout simplement. Oui, on disait ça d'abord quand on s'est retrouvés professeurs ensemble. Hein. Oui. On était tombés d'accord sur l'idée. La première chose pour être un bon professeur, c'est qu'il faut aimer les élèves. Oui, tout à fait. Parce que sinon, Ouais. on peut toujours apprendre toutes les techniques Ouais, du monde. ouais. Si on n'aime pas le contact des élèves, si on n'aime pas leur apprendre quelque chose, Tout à fait. c'est raté. Ouais. Et c'est Alain qui disait aussi, si on répète constamment à un enfant qu'il est mauvais, qu'il ne va pas y arriver, etc., ben, il n'y arrivera pas. Et de la même manière, hein, si on encourage un enfant, si on l'accompagne, ben, il parviendra à développer ce qu'il a en lui et il pourra avoir de l'estime pour lui-même. À l'inverse, hein, si on méprise constamment un enfant, il n'aura pas d'estime pour lui-même. Et comment, si on n'a pas d'estime de soi, un minimum d'estime de soi, comment on peut se tourner vers les autres? Il me vient une idée là. On connaît le principe du don chez Mauss. Hein. Tout à fait. Toute société, dit-il, repose sur la logique du don. Donner, recevoir, rendre. Est-ce que cette impulsion à donner, elle n'est pas finalement la forme la plus naturelle de cette gratitude? Tout à fait, complètement. Moi, je considère, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il y a le don de celui qui s'occupe du petit, et puis après, il y a ce contre-don, cette gratitude de celui dont on s'est occupé, et qui crée une forme de reconnaissance, et ça fait un lien, quoi, comment dirais-je, qui se construit comme dans l'histoire du don de Marcel Mauss. Donc on est toujours en dette. Oui, tout à fait. Ah en oui. dette vis-à-vis de ceux qui sont venus avant nous. Complètement. Comme ceux qui se viendront après nous seront en dette vis-à-vis de nous. Et je pense que c'est ça, en fait, la morale. C'est la morale de la dette. Oui, oui, bien sûr. On a forcément une dette envers ceux qui étaient là avant nous, envers ceux qui nous ont élevés. Et même si ça ne s'est pas bien passé, en fait, parce qu'on est quand même là. Oui, même si ça ne s'est pas bien passé. Ça porterait à des conséquences politiques. Parce que penser de ceux qui disent qu'il ne faut plus de dette? Oui, tout à fait. Supprimer la dette. Ouais. Mais là, on part sur autre chose. Là. Supprimer la société. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À bientôt.